Routel Krief n'est pas à mes côtés car elle est dans les bureaux de François Hollande pour un entretien exceptionnel. Bonsoir Ruth. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Nous sommes effectivement dans les bureaux de l'ancien président François Hollande qui vient de publier les leçons du pouvoir chez Stock. En tête des listes des meilleures ventes aujourd'hui, un livre dans lequel il retrace à la fois ses émotions mais aussi son action pendant son quinquennat. On en parle pendant l'heure à venir. D'abord le journal. Bonsoir Ruth, bonsoir à toutes et à tous. Marseille joue ce soir une place en finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire au match aller. L'OM a statistiquement 83% de chances de se qualifier. Toute la ville est évidemment en effervescence. Perrine Baglan, vous êtes à Marseille pour BFM TV. Les supporters sont déchaînés déjà. Tout à fait, c'est une folie douce qui s'empare de ses supporters. Il y a évidemment des bruits de klaxons et puis toute une ville qui se colore évidemment bleue et blanche aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Et d'ici quelques minutes, quelques heures, ça va être une folie furieuse ici. Je suis justement en compagnie de supporters. C'est un moment historique. 14 ans que vous attendez ce moment. Bien plus de 14 ans. Depuis 93, on attend ça. Une deuxième fois, jamais les premiers. J'ose l'espérer ce soir. Ça va être un match facile, c'est gagné d'avance? Non, c'est pas gagné d'avance, mais la Coupe d'Europe, c'est dans l'ADN de l'OM. Donc il faut la gagner, il faut être une deuxième fois à jamais les premiers, comme l'a dit Adil Rami, et aller l'OM, parce que ce soir, on est tous à fond. Et vraiment, ça peut être une folie furieuse à l'OM. Et malheureusement pour Jean-Mimi, on va encore ce soir prouver qu'on va aller tout casser chez eux. Dans le 16 mai, rendez-vous le 16 mai pour aller tout casser chez eux. Voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas que la pluie, certainement, qui va tomber ce soir à Marseille, mais aussi des larmes de joie. Perrine Baglan à Marseille pour BFM TV. 1500 supporters marseillais ont aussi fait le déplacement à Salzbourg. Ils s'étaient rassemblés même, c'était en fin d'après-midi pour aller au stade ensemble. Et ils comptent évidemment sur place donner de la voix, se faire entendre et même impressionner les supporters adverses. L'actualité, c'est aussi ce duel à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État a dénoncé les élus qui tiennent constamment des discours d'agitation qu'il qualifie de pyromanes indignés. Le patron de la France Insoumise n'a pas du tout apprécié. Écoutez. C'est pas digne de sa part de faire ça pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. S'opposer, c'est normal quand on ne pense pas la même chose. Donc on sait ce qu'on fait au Parlement, dans la manifestation et ainsi de suite. Où est le problème? Alors il nous accuse et il veut nous confondre avec les violents. Nous condamnons les stratégies de violence, on s'est déjà expliqué sur le sujet, non seulement parce qu'elles ne mènent à rien, mais parce qu'elles récupèrent politiquement ce que nous faisons. Plusieurs casseurs présumés du 1er mai jugés en comparution immédiate. 6 d'entre eux devaient être jugés cet après-midi, mais 2 des prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils comparaîtront le 30 mai prochain. L'un de leurs avocats est dubitatif. J'ai l'impression en tout cas qu'on a des interpellations qui sont de manière aléatoire et groupée. Coup de com' ou pas, ça je laisse apprécier aux autorités et aux personnes qui ont pu constater effectivement ce type d'interpellation. Mais en tout cas, on n'a pas d'interpellations qui sont basées sur des indices graves ou concordants de participation à la commission d'une infraction ou la tentative de commission d'une infraction, ce qui est quand même la base de placement en garde à vue à l'origine. Donc on a une personne qui se trouvait, et je le redis et je pèse mes mots, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la mesure où il n'avait aucune volonté de participer à ces exactions. La grève des cheminots continue. Pour demain, la direction prévoit toujours des perturbations avec un TGV et un Transilien sur 2, 2 TER sur 5 et un Intercité sur 3. Plusieurs centaines de ces cheminots se sont rassemblés à la mi-journée aux abords de l'école militaire à Paris. Ils ont été rejoints par des étudiants, des enseignants ou encore des postiers pour accentuer la pression sur le gouvernement. Et puis la cagnotte de 1 million d'euros récoltée sur Internet pour financer la grève a ensuite été remise aux organisations syndicales. Les obsèques de la petite Angélique auront lieu samedi. Le suspect qui est passé aux aveux est lui écroué et sa femme se dit effondrée. Ce soir, sa meilleure amie témoigne sur BFM TV. Elle affirme notamment que le meurtrier présumé a menti sur son passé. Là, elle est au fond du trou. Donc elle était dans le train du jeudi et elle s'est intéressée aux informations. Et c'est là qu'elle a découvert qu'une petite fille de Vendrechy avait disparu.
Et elle est rentrée du soir et on a parlé tout simplement à son époux qui lui a dit ne pas être au courant et être choqué aussi que cette petite fille soit plus là, quoi. Les policiers ne l'ont pas appelée pour la prévenir, quoi que ce soit, elle l'a su comme nous. Que le suspect qu'ils avaient arrêté et qu'ils interrogeaient depuis tout le samedi, de la nuit, tout ça, avait avoué et qu'il avait conduit les policiers sur le lieu où ils ont retrouvé Angélique. Donc là, voilà, son univers s'est effondré. Et c'est très bizarre parce que j'ai un peu honte de le décrire de cette façon-là. Mais c'était quelqu'un de souriant, de très calme, de très posé, de très agréable. Il disait toujours bonjour, toujours le sourire au visage. Et je ne l'ai jamais vu en colère. C'est vraiment un sentiment de trahison, de dégoût, de honte. Honte d'avoir pu être amie avec lui, quoi. Voilà, témoignage recueilli par Kelly Lafin et Clémence Ziyech. La météo demain matin, ce sera nuageux au nord de la Bretagne ainsi que dans l'est et le sud-est. De fortes pluies sont même attendues sur les Alpes frontalières. Ailleurs, ce sera très ensoleillé avec des températures de 2 degrés à Cherbourg à 16 degrés à Nice. Voilà pour l'actualité. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans vos bureaux, les bureaux qui font face aux Tuileries à Paris. Ancien président de la République, vous venez de publier Les leçons du pouvoir aux éditions Stock. Et c'est un succès de librairie. Vous êtes en tête des listes de vente, vous êtes à 100 000, vous en retirez. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Est-ce que c'est un réconfort? Est-ce que c'est une consolation? Une surprise. Je savais quand même qu'un livre d'un ancien président suscitait un intérêt, une curiosité, au-delà même de ma personne. Et je ne suis pas le premier ancien président à avoir fait un travail d'écriture et à le mettre à la disposition des Français. Une consolation, sûrement pas. Je ne suis plus président, je ne cherche pas, je ne sais quel prix pour me permettre d'être heureux sans être président. Je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de satisfaction quand je rencontre les Français qui viennent dans ces séances de dédicaces et qui attendent 2 heures, 3 heures, 4 heures, certains 5 heures pour me faire passer quelques messages. Et c'est ce qui me rend le plus conscient de ce qu'est la responsabilité de présider la France. Parce que j'ai été leur président, et donc ils viennent me dire comment ils ont lu ce livre ou ce qu'ils en attendent. Ils me disent merci, c'est le premier mot qui vient. C'est pas forcément ce qu'ils avaient ressenti durant le quinquennat, mais là, ils viennent me le dire. Merci pour l'attitude qui a été la vôtre au moment des attentats. Merci d'avoir permis à la cohésion nationale d'être préservée alors qu'elle était menacée. Merci d'avoir pris un certain nombre de décisions économiques ou sociales. Merci pour les résultats. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, ils me livrent, peut-être leurs regrets, un certain nombre de témoignages sur ce qu'a été le quinquennat. Ça dure 2-3 minutes. Mais c'est un moment très fort et je veux en remercier les Français parce que lire un livre, c'est très important, mais donner son sentiment et avoir cette relation-là qui est inédite. Oui, ça me manquait. Ça me manquait. Qui n'a pas grand-chose à voir avec une campagne électorale. Je suis là presque dans un confessionnal où je confesse les Français, où ils me confessent aussi. Mais c'est une relation dont je remarque l'intensité et peut-être l'intimité. Alors je précise qu'on va voir des extraits d'un reportage autour de cette vie d'après, de votre vie d'aujourd'hui, d'ancien président, autour aussi du livre, qui sera diffusé ce soir à 22h30, autour de 22h30, et puis aussi samedi, au cours de l'émission 7 jours BFM de Thomas Misraki. Donc on va revenir sur ce livre, on va revenir sur ce que vous y dites, mais l'actualité quand même, comme ancien président, j'imagine que vous avez vu comme nous ces images de violence du 1er mai, elles vous ont sans doute choqué, surpris. Comment les avez-vous reçues? La première réaction que j'ai eue, c'est une réaction d'indignation. Parce que ces groupes, ou ce groupe, qui est venu pour détruire, pour casser, pour attaquer des forces de police, pour détourner l'objet même de la manifestation, oui, ces groupes ont une attitude inqualifiable et se mettent hors de la démocratie délibérément. Et avant tout débat, avant toute discussion sur la manière avec laquelle il faut agir, utiliser les forces de l'ordre et protéger aussi les biens comme les personnes, il y a cette condamnation qui doit être unanime. Ce groupe, on le connaît bien.
Il est en activité, si je puis dire, depuis des années. Vous l'avez vécu pendant les lois El Khomri, Oui. en l'occurrence le 1er mai de l'année dernière également, le 1er mai 2017. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est peut-être là, le phénomène le plus inquiétant, c'est le nombre. Parce qu'ils étaient plus de 1000 dans les rues de Paris et à un moment sur un pont rassemblés. Alors, donc il y a une évolution dans leur mode d'intervention. Mais c'est le même groupe, celui qui à chaque fois veut casser, détruire et parfois même attaquer, souvent même, les personnes, c'est-à-dire les policiers. Est-ce que l'opération de police s'est bien passée? Est-ce que vous comprenez la polémique autour du maintien de l'ordre? Vous savez, moi je peux parler d'expérience. Puisque j'ai été président pendant 5 ans, il y a eu des manifestations. Souvenez-vous, des manifestations d'abord de ceux qui étaient opposés au mariage pour tous, et qui rassemblaient des centaines de milliers de personnes à Paris. Et il y avait eu quelques échauffourées, mais ça avait été maîtrisé. Il y avait eu quand même quelques polémiques, toujours, mais rien de comparable. Il y a eu d'autres manifestations qui ont dégénéré, vous évoquez notamment pendant le débat sur la loi El Khomri, et à tel point qu'à un moment, on s'est même posé la question s'il ne fallait pas interdire la manifestation, ce qui est contraire à toutes nos libertés. Donc, il y avait l'état d'urgence à l'époque. Il y avait l'état d'urgence, mais il n'empêche qu'il y avait toujours cette difficulté pour la police d'intervenir, alors même que les manifestants, les vrais, c'est-à-dire ceux qui viennent pour défendre une revendication, ne doivent pas être touchés par la réaction policière. Donc qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des éléments d'information qui doivent être transmis. Votre sentiment, elle a été bien maîtrisée, ça s'est bien passé? Je connais le préfet de police. Il se trouve que je l'ai nommé comme préfet de police. Je sais sa haute qualité professionnelle. Je sais son sens du devoir et son sens de l'État. Et donc... Et le ministre de l'Intérieur? En tout cas, je parle du préfet de police. Je ne sais pas ce que le ministre de l'Intérieur a pu faire dans cette circonstance, mais c'est au préfet de police. Ce qu'il a dû faire, c'est d'éviter qu'il puisse y avoir un affrontement dont les manifestants, les vrais, auraient été les victimes. Mais ensuite, moi je ne suis pas autorisé, pas parce que j'ai été ancien président, que je sais parfaitement comment on peut appréhender ces individus. Je sais la difficulté de la tâche. Ensuite, je veux croire que tout s'est passé conformément à ce que devait être l'action policière. Et j'ai aussi confiance dans la police, parce qu'il faut aussi défendre ces fonctionnaires qui subissent des assauts, certains ont été blessés, et qui viennent simplement là pour protéger la population et les commerces. Je pense aussi aux commerçants, qui ne sont pas les tenants du capitalisme international, qui sont là et qui voient leurs biens et leurs outils professionnels détruits. Donc, sur ce sujet-là, je pense qu'il y a nécessité à ce que toutes les forces républicaines essayent de trouver la bonne réponse. Justement, le président Macron a dénoncé les tenants du désordre, les pyromanes indignés, en quelque sorte les professionnels de l'agitation. Et il y a une polémique aujourd'hui autour de Jean-Luc Mélenchon. Hier, j'interviewais le Premier ministre. Il dénonçait l'irresponsabilité de certaines paroles radicales qui peuvent conduire à ces actes. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est de la polémique politique. Chacun répond. C'est du il y a débat un gouvernement... politique, c'est du débat, de fond. Chacun... Non, je ne crois pas. Chacun répond, gouvernement et opposition, et ce n'est pas mon affaire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des groupes qui sont structurés, organisés, parfois même armés, pour porter la violence. Ils n'ont pas besoin d'être encouragés, ils n'ont pas besoin d'avoir des prétextes ou des provocations. Ils le font systématiquement. Et peu leur importe le sujet de la manifestation. Là, c'était le 1er mai, c'était la fête du travail, ça n'avait rien à voir. Vous dites qu'il n'y a pas d'amalgame à faire avec Jean-Luc Mélenchon, avec des ultra-radicaux ou des gens qui vont faire la fête à Macron ce samedi avec François Ruffin. On peut en penser ce qu'on en veut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça, c'est un autre sujet. On peut en penser ce qu'on en veut, de méthodes qui ne sont pas, à mon avis, conformes à ce que l'on peut penser d'être une formation politique. Une formation politique, c'est pas pour faire des mouvements dans la rue ou pour faire des fêtes au président de la République, dans un sens ou dans un autre. Vous désapprouvez ? Mais je n'ai pas approuvé ou désapprouvé. C'est leur liberté de formation politique. En revanche, je crois qu'il ne faut pas mêler ce sujet-là à celui qui est le plus important. Parce qu'il y aura d'autres manifestations. Et ces mêmes groupes viendront les perturber et les utiliser pour casser, détruire et attaquer. Et donc moi je pense que la réflexion que je peux apporter comme ancien président, puisque ça s'est déjà passé,
Et le risque, c'est que ça se reproduise avec un niveau d'intensité supérieur. C'est qu'il faut que tous les républicains, et je mets là toutes les forces représentées à l'Assemblée nationale, et je pense que l'extrême droite doit également faire attention à des amalgames, parce que bien sûr qu'elle n'était pas directement concernée, mais on sait qu'il y a aussi des forces d'extrême droite. On en a vu faire qui agissent notamment aux frontières en toute irrégularité et illégalité. Il faut que force reste à la loi. Juste un mot quand même, dans votre livre justement, vous parlez de cette gauche dont le premier ennemi est la social-démocratie et la trahison de la social-démocratie. Et on voit bien, il y a quand même cette critique de... Alors, vous citez un certain nombre de vos adversaires, on parle des frondeurs, mais pas seulement de cette partie de la gauche quand même qui vous a critiqué tout au long de votre quinquennat. Vous vous dites pas, je suis d'accord, ils sont dangereux, c'est ceux-là, c'est les mêmes. C'est un autre sujet. Il y a un sujet qui est celui de l'ordre public face à des groupes qui veulent porter la violence. Après, il y a un autre sujet, celui que vous évoquez, qui est l'attitude d'une force politique dont le seul objectif est de réduire la gauche de gouvernement. Et donc ça, je pense que c'est une interpellation qui n'est pas propre à la France. On la retrouve en Espagne, on la retrouve en Italie, on la retrouve dans d'autres pays. Et c'est pourquoi j'ai aussi fait ce livre, pour dire à la social-démocratie européenne qu'elle doit être davantage fière de ce qu'elle est capable de faire, qu'elle ne doit céder à aucune pression venant de la gauche, qui d'ailleurs ne veut même plus dire qu'elle est la gauche. Car dans ce mouvement des Insoumis, on dit on ne veut même plus être la gauche. Donc il faut que les socialistes, la social-démocratie, à l'échelle de l'Europe tout entière, défendent son histoire et portent des propositions pour que les classes populaires, notamment, ne se laissent pas entraîner dans cette dérive. On va revenir au livre et à vous-même. Lorsque le principe de cette interview a été acté entre notre chaîne et vous, et avec le film que nous allons voir ce soir, on va en voir quelques extraits, je dirais qu'on pensait voir la vie d'après de l'ancien président, la vie d'aujourd'hui, la vie d'après. Et parfois, ces dernières semaines, et parfois même dans votre livre, j'ai l'impression de voir la vie d'avant l'ancien président. Parfois, on a l'impression de voir ressurgir le premier secrétaire du Parti socialiste. Là, vous avez sans doute mal vu. Mais n'imaginez pas qu'après la présidence, celui qui l'a exercé ne fasse plus de politique au sens porte des idées, fasse des propositions, ou ait une réflexion, y compris sur l'état du monde. Comme si avoir été président ferait qu'on deviendrait un personnage neutre, indifférent, qui serait mu simplement par son image internationale qui viendrait porter dans des conférences tout à fait prisées. Non. J'ai été un responsable politique avant d'être président. Comme président, j'ai été celui de tous les Français, attaché à faire avancer mon pays. Après être président, je reste un homme engagé. Et je le serai jusqu'au dernier jour de ma vie. Voilà, je voudrais qu'on regarde ensemble 2 extraits. Il y en a un, vous êtes à Varsovie, vous allez donner une conférence, vous retrouvez l'ancien Premier ministre ukrainien et vous expliquez les coulisses de la négociation de Minsk et puis vous évoquez Donald Trump. On écoute. Pensez que le président Trump pourra vous venir en sécurité et en soutien en toute occasion est également une illusion. Je ne dis pas que ce n'est pas ses intentions, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas ses intentions. Et que lui non plus. Voilà, ça c'est le président qui explique et qui raconte le monde et qui raconte ce qu'il a vécu. Autre extrait, là c'est votre fondation, votre engagement, et vous rencontrez le maire de Villeurbanne. Mais derrière le nouvel entrepreneur social, l'animal politique n'est jamais bien loin. Avec le maire PS de Villeurbanne, il évoque ses anciens collègues. Qu'est-ce qu'elle fait, la jatte? Parce que quand je l'avais vue... Mais pas une fois, il ne prononce le nom d'Emmanuel Macron, même quand il analyse la stratégie de son successeur. Puis on peut pas... Pour les municipales, ça ira pas forcément comme il le pense. Hein. Bon, non. Ça dépend de nous. Oui, ça dépend de nous. Enfin, il y a un espace que pour les municipales, il faut quand même qu'on essaie de le garder intelligent. Il a ouvert un espace. Bah oui, parce que maintenant, il est vraiment sur la droite. Exactement. Donc, nous, on n'a pas besoin de changer. Il faut qu'on soit sur notre bonne ligne.
il a ouvert un espace, on n'a pas besoin de changer, il y a une ligne, il y a un espace. Et puis, avant, c'était voilà comment est Vladimir Poutine, voilà comment est Donald Trump. Alors, c'est qui François Hollande? Je répète ma question. C'est l'ancien président qui explique le monde ou c'est le premier secrétaire qui revient et qui refait de la politique et qui est en train de chercher l'espace pour s'opposer au président d'aujourd'hui? Mais vous pensez que la politique, ce n'est qu'un jeu? Vous imaginez que ce n'est qu'affaire de tactique, de comportement et de calcul? Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est de porter des idées et aussi de vouloir changer l'état du monde. Je vais commencer par ma première réflexion à Varsovie. Qu'est-ce que je dis? Je dis aux Européens, parce que mon expérience me permet de leur faire cet avertissement. Vous ne pouvez plus imaginer que vous serez défendu en toutes circonstances par Donald Trump. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie du président américain est non seulement illisible, imprévisible, mais sans doute, c'est un retour à ce qu'on appelait l'unilatéralisme ou l'isolationnisme. Donc, Européens, si je puis dire, préparez-vous, organisez-vous, faites en sorte qu'il y ait une Europe de la défense. Je le dis où? À Varsovie. Je le dis aux Ukrainiens qui sont tout près de la Russie, qui précisément a envie d'étendre son influence. Ensuite, sur... Restons là-dessus un instant. François Hollande, vous avez choqué, après le voyage d'Emmanuel Macron à Washington. Vous avez parlé d'un couple Macron-Trump dans lequel Macron serait le passif et on a parlé d'une blague homophobe. Ça a indigné, ça a choqué. Vous regrettez? Ça vous a échappé? Pardon, mais ça a indigné qui? Vous, ça vous a indigné de savoir qu'il y avait une attitude qui était insupportable de la part du président Trump? Ce n'est pas correct vis-à-vis du président français. Donc je ne mettais pas en cause Emmanuel Macron dans cette affaire. C'était pas une forme d'attaque personnelle déguisée? L'attaque, elle était contre Donald Trump. Vous trouvez que c'est un bon comportement? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Qu'un président des États-Unis ou un autre vienne me tenir par la main, me pousser, me faire des embrassades. Non, écoutez, c'était un comportement qui n'était pas admissible de la part du président américain. Mais c'était aussi une critique d'Emmanuel Macron. Mais n'essayez pas de trouver là des arguments pour défendre une polémique. Ils ont été indignés, c'est votre amertume, c'est une blague homophobe, je le répète. Enfin, écoutez, en cette matière, personne n'a de leçon à me donner, car j'ai fait en sorte que, justement, l'homophobie soit poursuivie et que les droits soient reconnus. Mais je peux quand même dire que l'attitude, et je le dis en tant qu'ancien président, avec mon expérience, que l'attitude de Donald Trump dans cette circonstance, et c'est apparu y compris dans la presse américaine, n'était pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un chef d'État recevant un autre chef d'État. C'était pas Emmanuel Macron qui était visé. Emmanuel Macron a été dans ce tumulte, et c'est pas forcément facile de se soustraire. Mais sur Donald Trump, c'est plus grave. Là, on est dans le détail des choses. Parce que ce qu'il met en cause avec l'accord sur l'Iran, l'accord sur l'Iran, c'est un point très important. Il se trouve que c'est durant mon quinquennat que l'accord sur l'Iran a été conclu avec une position de la France qui était très exigeante et que Laurent Fabius portait en mon nom dans les discussions. Vous craignez le chaos parce que les Iraniens ont dit aujourd'hui que si Donald Trump s'en retirait, il se retirerait aussi. Mais c'est bien là le sujet. Nous avons mis des années à conclure cet accord qui permet de nous assurer que l'Iran n'accédera jamais à l'arme nucléaire. Donc, nous avons un avantage considérable à le préserver. Que se passerait-il, puisque c'est le 12 mai qui est fixé le rendez-vous, si Donald Trump déchirait cet accord? Les Iraniens nous répondent, mais ce n'est pas le seul élément qui doit nous faire réfléchir, qu'il n'y aura plus d'accord sur le nucléaire. Ce qui veut dire que l'Iran cherchera à ce moment-là à se doter de l'arme nucléaire. Que voulez-vous que fasse Israël face à cette hypothèse? Laquelle hypothèse est également nourrie par le Premier ministre Netanyahou. À ce moment-là, on rentrera dans une épreuve de force, et c'est toute la région du Moyen-Orient. Que dis-je, la région du Moyen-Orient? C'est toute notre sécurité qui pourrait être mise en cause. Donc ça, c'est le sujet principal. Le reste, on est dans l'anecdote ou dans les problèmes de comportement de Donald Trump. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Donald Trump va faire le 12 mai. Et ce que doivent faire les Européens, et d'ailleurs, ils l'ont fait, c'est de dire clairement que l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas renégociable. Qu'ensuite on puisse discuter d'autres sujets, ça fait partie de la vie internationale, mais cet accord-là, il est
intangible. Et c'est très important de le dire pour nous-mêmes, pour notre propre sécurité. Mais je reviens à mon propos de Varsovie, c'est-à-dire que c'est très important aussi que les Européens comprennent que c'est à eux d'assurer leur défense. Merci beaucoup François Hollande. Fin de cette première partie. Nous nous retrouvons dans un instant après la pub pour parler toujours de votre livre, bien sûr, Les leçons du pouvoir. C'est chez Stock. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Renault Espace, voiture officielle de BFM Business. Réservez votre essai au 3023. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. Et en ce moment, toutes ces machines Senseo vous reviennent à 49 €. Rendez-vous vite en magasin ou sur senseo.fr. Chaque jour en France, vous êtes des millions de personnes à aider vos proches à traverser la maladie. Mylan sait combien chaque geste compte. C'est pour cela que nous nous engageons à vos côtés. En plus de nos médicaments de qualité, aujourd'hui nous offrons des services qui facilitent la gestion de la maladie au quotidien. Car notre ambition chez Mylan, c'est aussi de vous accompagner. Mylan, une meilleure santé pour un monde meilleur. Le pilotage sera toujours de votre âge. Rendez-vous dans l'aéroclub le plus proche de chez vous et sur enviedepiloter.fr. 600 aéroclubs vous ouvrent leurs portes. Devenir pilote, ce n'est pas une idée en l'air. J'aurais bien aimé faire du karaté, mais c'est impossible pour les hémophiles. Je vois pas l'intérêt de prévenir mes copains. Je veux pas de traitement de faveur. Quand on est hémophile, on se méfie de tout et tout le temps. Depuis une trentaine d'années, l'hémophilie est prise en charge dès le plus jeune âge, ce qui a permis d'en retarder les effets les plus visibles. Pour autant, la maladie est bien là. Elle se manifeste essentiellement sous forme de saignements externes ou internes que les hémophiles ressentent, en particulier dans leurs articulations. Ces saignements participent à la dégradation des articulations et peuvent provoquer un handicap. Le progrès, mieux surveiller ces saignements articulaires. Rendez-vous aux hémophiles et à ceux qui les soignent sur hémophilenmouvement.fr. La performance, vous la ressentez à chaque instant, quelle que soit la route, quelles que soient les conditions. Découvrez notre premier SUV dédié à la performance, Jaguar F-Pace, à partir de 449 € par mois avec apport, entretien inclus. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Mon secret, c'est la liberté. Et j'ai même la liberté de me faire plaisir. Weight Watchers Liberté. Plus besoin de tout compter. Nouvelle appli. Déjà plus de 300 000 personnes l'ont choisi. Et vous, vite, démarrez à 0 €. Je vends les choses que mes enfants n'utilisent plus sur Vinted. Prends une photo, ajoute ton article et vends sans frais. Gagne de l'argent. Télécharge gratuitement l'application Vinted. Champ de bataille, demain à 20h50 sur RMC Découverte. À la MAF, j'ai des indemnités journalières qui compensent ma perte de revenus si je ne peux plus travailler. Et jusqu'au 27 mai, c'est 3 mois gratuits sur votre premier contrat assurance perte de revenus. Oui, c'est la MAF que je préfère. You're bad enough to me, bad enough that we always have something to get over. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over. Et si vous investissiez dans les résidences Domitis? La France compte plus de 6 millions de seniors autonomes qui vivent dans des logements inadaptés. Domitis répond à leurs besoins grâce à ses résidences-services conçues pour le bien vieillir. Elle rencontre un vrai succès auprès des seniors et des investisseurs qui, en achetant ces appartements, se constituent un patrimoine de qualité et un complément de revenus.
Domitis s'occupe de tout et garantit le paiement des loyers chaque mois, net de charges. Choisissez Domitis et profitez d'un placement sûr, rentable et pérenne. Plus d'infos sur domitis.fr. Shen Yun fait revivre la grandeur et la beauté d'une civilisation perdue. Un monde de splendeur, où les légendes reprennent vie. Découvrez la danse classique chinoise à Paris au Palais des Congrès les 6 et 7 avril et les 4, 5, 6 mai 2018. Réservez sur shenyun.com/fr 0805 386 386. Je m'appelle Pauline et ça fait 3 ans que je travaille pour Comme J'aime. Vous imaginez, vous, pouvoir mincir en mangeant du bœuf bourguignon, des tomates farcies ou du couscous? Chez Comme J'aime, nous avons adapté les recettes préférées des Français pour en faire des plats minceurs. C'était un sacré challenge, mais on a réussi. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 109 108. 0800 109 108. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Accéder par la mer au trésor de la terre. Ponant. On se retrouve pour la deuxième partie de cet entretien. Merci beaucoup François Hollande. Nous sommes dans vos bureaux pour évoquer votre livre Les leçons du pouvoir que j'ai lu attentivement. Vous évoquez la solitude du pouvoir, vous évoquez les coulisses des moments dramatiques que vous avez vécus pendant les attentats, bien sûr le rassemblement du 11 janvier. Vous évoquez aussi vos regrets, celui de ne pas avoir fait la PMA, celui de ne pas avoir d'avoir proposé la déchéance de nationalité, celui de ne pas avoir été compris, d'avoir été brutal dans la loi El Khomri, la première mouture de la première mouture de la loi El Khomri. Donc il y a un certain nombre vraiment d'éléments sincères dans ce livre, intéressants. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est aussi qu'il n'y a peut-être pas vraiment d'autocritique sur le plan sur votre échec. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur d'analyse, une erreur d'appréciation sur la situation générale? Je voudrais vous citer dans votre livre, vous dites à propos de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est l'aboutissement du destin chanceux et hors du commun, aussi la preuve qu'un candidat crédible de la gauche, si elle avait été unie, pouvait l'emporter. Vous dites, l'élection d'Emmanuel Macron doit beaucoup à un jeu du destin et des autres forces politiques. C'était pas des forces profondes de la société française qui, à un moment donné, ont rejeté les partis, ont rejeté le système, ont rejeté une manière d'exercer le pouvoir? Ce n'était pas ça? Alors, dans le livre, je reviens sur la situation dont j'ai hérité sur le plan économique. Et c'est là que la stratégie devait être posée. Et ce qui m'importait d'expliquer aux lecteurs et donc aux Français, c'est que ces choix qui ont été difficiles dès la fin de l'année 2012 ont donné les résultats. Et que si aujourd'hui, et moi j'en suis très heureux, il y a une économie qui repart, qui a une croissance supérieure. Oui, mais c'est très important. Parce que c'était ça le sens de ce que j'avais à faire, la mission qui m'était confiée. C'était de sortir la France de la crise dans laquelle elle était. Alors ensuite, qu'il y ait partout en Europe, et ça c'est une tendance profonde, un rejet des partis politiques traditionnels. Alors qu'avez-vous fait là-dessus? Pourquoi est-ce que vous n'en êtes pas sorti vous-même? Vous étiez le produit du Parti Socialiste. Vous aviez conscience peut-être du rejet des partis, vous l'avez pas, vous n'avez pas renversé la table. Je ne suis pas un populiste. Je ne joue pas avec les peurs. Je ne suis pas dans l'antisystème alors que je sais que c'est la démocratie. Donc j'ai quand même des valeurs, des principes qui font que les partis qui représentent les forces de gouvernement doivent pouvoir proposer et agir. Donc j'ai fait ce que je pensais devoir faire, mais si je devais regarder en termes d'introspection ou d'autocritique, puisque vous m'y invitez, c'est d'abord de dire à ces forces-là, celles qui sont
réceptacle depuis des années des suffrages. Vous devez avoir une attitude qui doit être élevée. Qu'est-ce qui s'est passé à gauche? La division, une division terrible. À la fois l'émergence de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis contre les forces que je représentais au nom de la social-démocratie et du gouvernement. Puis à l'intérieur même du Parti socialiste, des frondeurs qui ont ruiné et qui ont même scié la branche sur laquelle nous étions tous assis. Qu'est-ce qui s'est passé à droite? Parce que la droite avait comme force d'alternance des conditions pour réussir. Présenter un candidat jusqu'au bout, en sachant qu'il n'avait aucune chance de l'emporter. On se souvient de l'histoire. Oui, mais non, on se souvient de l'histoire. Mais elle est très importante. C'est-à-dire que les partis de gouvernement, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, les partis de gouvernement, les forces sur lesquelles la démocratie repose, doivent être exemplaires dans leur comportement, doivent être unis, doivent être capables de porter des solutions. Mais peut-être que ce Parti socialiste que vous représentiez, que vous aviez dirigé pendant des années avant même d'être président, il fallait le revoir de fond en comble, il fallait peut-être le reconstruire avant, il fallait peut-être en revoir le logiciel. Peut-être que le logiciel était dépassé. Mais de quoi parlons-nous? C'était ça qui était aussi critiqué à l'arrivée. Qu'est-ce qu'avait à faire le Parti socialiste en 2012? Ce qu'il a fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il avait à faire? Quel était son logiciel? En quoi aurait-il été déplacé ou décalé? Vous nous avez parlé de la taxe à 75%. Attendez, on va prendre les sujets les uns après les autres, parce que là, vous mélangez tout. Non. Donc, qu'est-ce qu'il avait à faire? À redresser le pays, puisque j'en étais le président, à redresser le pays. La taxe 75%, non mais si, mais vous en parlez. C'était aussi de le faire dans la justice, de faire que ceux qui avaient le plus soient contribuables d'abord, et pas simplement ceux qui avaient le moins. Donc il y avait la nécessité d'assurer la cohésion sociale et en même temps de permettre le redressement économique. Est-ce qu'on y est arrivé? Oui, il y a le redressement économique, personne ne le conteste, et nous avons pu faire progresser et l'emploi et le pouvoir d'achat et réduire les inégalités. Donc je considère que c'était la forme la plus digne de l'action politique. On peut discuter telle ou telle mesure, on peut dire qu'on a pu à un moment ne pas suffisamment expliquer la gravité de la situation, mais sur les choix qui ont été faits, et le livre y fait chaque fois référence, c'était ce qu'un gouvernement de gauche responsable devait faire. Et c'est pas son logiciel qui a créé le moindre problème. En quoi il était facile d'expliquer à des électeurs de gauche qui attendaient un changement profond qu'il fallait soutenir les entreprises. Pensez que le logiciel il était dégradé à ce moment-là? C'était un choix extrêmement fort et courageux de dire oui, dans ce moment-là, l'offre doit être reconstruite. Oui, la compétitivité des entreprises doit être rétablie. Oui, il faut réduire les déficits. Eh bien, c'était ma responsabilité de le faire et je l'ai assumé. Et globalement, le Parti socialiste, sauf quelques frondeurs, a été à la hauteur des circonstances. Il l'a payé cher, mais il peut être fier de ce qu'il a fait pour le pays. Aujourd'hui, il est en morceaux et il est dévasté. La force PS, il n'y a plus d'élus, il y a très peu de députés, c'est très difficile. D'une certaine façon, il y a quand même un tableau assez ravageur. Oui, mais le Parti socialiste, je ne suis pas là pour non, en parce parler. mais quand vous étiez le président, on a souvent dit, en fait, il est encore le premier secrétaire du Parti socialiste quand vous étiez président. J'ai été président de la République, je n'ai pas de nulle part. Le président de la République, il est forcément à un moment dirigeant d'un parti. Eh bien, pardon, excusez-moi. Ne laissez pas penser que le dirigeant du pays doit être un personnage qui vient de nulle part, qui serait tombé par un parachute et qui serait arrivé au palais de l'Élysée. Eh bien non, la politique, ça fait partie de ce qu'est la démocratie. Il faut avoir des organisations, il faut être capable d'aller devant le suffrage. Moi, j'ai gagné beaucoup d'élections locales comme premier secrétaire du Parti socialiste, ce qui fait qu'il y a un réseau qui est extrêmement important, qui le demeure. Je n'étais plus premier secrétaire du Parti socialiste depuis 4 ans avant que je ne devienne président, mais ce n'est pas pour autant que je renie ce qui a été fait, parce qu'il était très important qu'il y ait cette force-là. Et encore aujourd'hui, voyez-vous, il est très important que ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est le monde des partis, des syndicats, des grandes associations, du Parlement, des élus sur le territoire, demeure. Il n'y a pas de nouveau monde qui ne parte pas de ce qu'est finalement le fondement même de la démocratie. Pourtant, Emmanuel Macron, il est élu, et d'une certaine façon, vous êtes aveuglé. Vous en parlez dans votre livre. Il est toujours présent dans votre livre aussi. C'est pas vrai. Vous n'avez pas dit non, si. Il est présent que dans un seul chapitre. Mais je veux bien croire que vous voulez absolument parler de lui, ce qui ne me gêne pas. Mais il est présent que dans un seul chapitre. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, dans le fond,
on vous avertit que peut-être il est en train pour se préparer une candidature. Vous n'entendez pas. Et vous dites, je regrette parce que moi j'aime les confrontations qui sont claires d'une certaine façon. Vous conviendrez, dites-vous, que celle-là, elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas assumée. Hein. Mais c'est peut-être parce qu'il ne vient pas d'un parti, c'est peut-être parce qu'il ne vient pas justement de ce que vous venez d'expliquer. Et c'est ça que les Français attendaient. Et que c'est surprenant pour tout le monde. Et comme ce logiciel-là, bah, vous ne l'avez pas, eh bien, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Votre interprétation de la vie politique est absolument sensationnelle, Ruth El-Khrief. Vous pensez que parce qu'un individu se présente, et celui-là est tout à fait respectable, la preuve, c'est qu'il était dans mon gouvernement. Il suffit qu'il se présente pour que d'un seul coup, des forces se déchaînent et qu'il y ait une élection présidentielle. Ça ne se passe pas comme ça. S'il y a pu y avoir cette circonstance, c'est parce qu'elle a été produite. Et tant mieux si on a pu éviter la droite et l'extrême droite au second tour. Mais ne pensez pas que la vie politique, c'est simplement une personnalité. Ou alors, vous regardez Donald Trump et vous vous dites, c'est ça la solution. C'est le même processus, si vous pensez que c'est ainsi que fonctionnent les démocraties. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Emmanuel Macron, et je ne le blâme pas du tout de le faire, a un parti et a des dirigeants et veut avoir des élus. C'est la vie démocratique. Mais il n'avait pas de parti, il est venu en dehors de ces schémas-là. Mais qu'est-ce qu'il fait, si ce n'est de reproduire un schéma qui est celui de la démocratie? Il en a bien le droit, peut-être même le devoir, quitte à avoir une représentation, et il va se présenter à toutes les élections. C'est ça la démocratie. Donc l'idée qu'il faudrait sortir de nulle part pour être finalement plus pur que les autres, mais ce serait finalement contredire l'engagement des millions d'hommes et de femmes qui, depuis des années, s'engagent et font en sorte de faire passer leurs idées. La Ve République, c'est la rencontre d'un homme et un moment d'une situation historique. C'est une vieille histoire. Mais revenons sur votre bilan économique. Vous l'avez développé. Aujourd'hui, vous avez dit... Et vous laissez entendre aussi dans votre livre, et vous l'avez dit aussi, ça a été très remarqué, Emmanuel Macron est le président des très riches. Mais c'est vous qui avez lancé cette libéralisation, cette libération de l'économie. Vous venez de la revendiquer. Le CICE, le pacte de responsabilité, vous avez été critiqué, on vous l'a reproché violemment. Bah, dans le fond, Emmanuel Macron, il continue, il était à vos côtés à ce moment-là, il poursuit. Je veux bien vous suivre dans certains raisonnements, mais ils ont leurs limites. Moi, ce que j'ai aidé, c'est soutenu sur les entreprises. C'est de faire en sorte que les entreprises aillent mieux, puissent disposer des capacités d'investir et d'embaucher. Il se trouve qu'il y a aussi des personnes qui, avec l'activité économique, ont des revenus ou des patrimoines importants. Il est légitime, et je l'ai fait tout au long de mon quinquennat, de leur demander davantage. Vous avez évoqué la taxe à 75%, mais il y a eu d'autres dispositions. Il y a eu la tranche à 45% pour les revenus. Il y a eu l'harmonisation des revenus du travail et du capital sur le plan fiscal. Il y a eu la taxation des plus-values. Ce qui fait qu'il y a eu, en même temps qu'on demandait des efforts aux Français pour rétablir les comptes publics et que l'on donnait aux entreprises les moyens d'investir et d'embaucher, la redistribution se faisait sur le plan fiscal puisque, par exemple, des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait plus la première tranche de l'impôt sur le revenu, pour que même on allège l'imposition des classes moyennes. 12 millions de foyers ont été ainsi concernés. Alors ça m'a paru être ce que pouvait être une politique de gauche, c'est-à-dire être capable d'assumer ses responsabilités au nom de l'emploi et de l'entreprise, et dans le même temps, si je puis dire, être capable de redistribuer les richesses et de demander à ceux qui ont le plus gagné dans l'économie de faire l'effort le plus important. Aujourd'hui, vous êtes choqué par la fin annoncée de l'exit tax par Emmanuel Macron ? Si j'avais besoin de donner une confirmation de mes propos, on ne s'y serait pas pris autrement pour me donner raison. Donc vous êtes choqué? Je ne sais pas que je suis choqué, ça s'inscrit dans la même démarche, celle de favoriser les plus fortunés. Parce que ceux qui vont bénéficier de ce dispositif, peu nombreux d'ailleurs, oui, vont être forcément les plus fortunés. Est-ce que ça n'encouragera pas le dynamisme de l'économie française? Puisque ça va permettre à des capitaux de partir. Si l'on pense que c'est une bonne chose pour l'économie française d'inciter ceux qui ont des capitaux de partir à l'étranger, alors on doit être absolument pour cette disposition. François Hollande,
comment vous jugez aujourd'hui, on a évoqué la situation tragique, les attentats, ce que vous avez traversé, et vous en parlez, c'était très dur, vous avez vous-même évolué là-dessus d'une certaine façon. Non, je n'ai pas évolué. Vous avez pris conscience de la tragédie de l'histoire. C'était pas évident de subir cette vague d'attentats. Enfin, non, mais je n'ai pas pris conscience de la tragédie de l'histoire. Je la savais déjà présente. Je vous rappelle que pendant la campagne de 2012, Nicolas Sarkozy, président de la République, nous avons affronté, même ensemble, je dois le dire, l'attentat de Meyras à Montauban et à Toulouse. Je savais qu'il y aurait nécessairement, hélas, des répliques. Je n'imaginais pas qu'elles pourraient avoir cette dimension. Je savais qu'en étant président de la République, j'aurais à mobiliser des forces. Je ne savais pas que ce serait pour intervenir au Mali au moment où je l'ai décidé. Je savais qu'en Syrie, une situation se dégradait. Je ne savais pas que j'aurais à envoyer nos avions en Syrie et en Irak. Mais je savais que la tragédie de l'histoire, elle était là. Et que je devais être préparé à toutes ces décisions. Mais c'est vrai qu'il y a forcément, chacun le comprendra, c'est le sens du livre, un moment où on doit se poser la question. C'est pas rien que d'envoyer des soldats au Mali. C'est pas rien que de demander à nos pilotes d'aller en Syrie et en Irak, parce que je sais que la mort peut être au rendez-vous. C'est aussi un choc terrible de regarder les victimes, aussi bien pour Charlie que pour l'Hypercacher, que pour le Bataclan et les terrasses, et je n'oublie pas le Stade de France, et tant d'autres, puisqu'il y a eu Nice et qu'il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc il y a, pour le président, cette nécessité d'incarner la France, de partager l'émotion et d'agir. Et nul ne pourra contester que face à ces attentats, face à cet islamisme, face à cette attaque terroriste... Vous avez mis un petit temps à nommer, mais aujourd'hui, et notamment dans votre livre, vous dites qu'il n'y a pas que des causes sociales du tout, vous dites qu'il y a le fanatisme religieux, et là vous êtes très clair, vous parlez du salafisme, vous parlez de l'influence du salafisme, vous allez très loin là-dessus. Mais je l'étais toujours. Quand j'envoie les forces françaises au Mali, c'est pour combattre qui, à votre avis? Des peuplades qui venaient faire rébellion? Non, ça, elles existaient. Il y avait déjà depuis longtemps une rébellion au Mali, mais elle n'était pas de nature islamiste et djihadiste. Donc j'ai toujours été clair. Et j'ai pris des décisions qui étaient très difficiles. Mais je n'ai jamais varié par rapport à la nécessité d'être ferme, d'être implacable, impitoyable à l'égard du terrorisme, sans que nos libertés aient été entamées. Et ça, c'est aussi une fierté que le peuple français peut avoir. Parce que, comme vous l'avez rappelé, dans cette manifestation du 11 janvier 2015, quand les chefs d'État et de gouvernement viennent à Paris, pourquoi viennent-ils à Paris alors qu'il se passe d'autres tragédies, encore récemment en Afghanistan, au Nigeria, où ce sont d'ailleurs des musulmans qui sont massacrés? Eh bien, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent dire que la France, c'est le pays de la liberté. Mais cette liberté, elle se défend âprement. Et je n'ai jamais cédé et varié durant le quinquennat. On va regarder un autre extrait de ce documentaire. Vous nous avez accordé quelques images personnelles, privées. François Hollande, c'est la première fois d'ailleurs qu'on vous voit avec votre compagne, la productrice et actrice Julie Gaillet. Dans le cockpit de cet avion qui enchaîne les figures en altitude, un être cher. Elle a tout le parcours. Sa compagne, Julie Gaillet. C'est le moment le plus difficile. Aujourd'hui, le couple ne se cache plus. Voilà, t'as réussi. Une étreinte devant notre caméra comme un symbole. La page de l'Élysée est bel et bien tournée. Il t'a bien fait descendre, hein, non? Attends, il faut que tu me tiennes un peu. Ça va? Ce que j'ai adoré, c'est au démarrage, j'ai piloté. Et les figures, non? Et les figures, tu vois, là, je m'accroche un petit peu. La page est tournée. Vous avez, je veux dire, vous avez envie, vous acceptez qu'on voit ces images de votre vie privée. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Pourquoi? Je n'ai pas envie spécialement. J'accepte d'être ce que je suis, en liberté. Quand j'étais président, je considérais qu'il devait y avoir une séparation entre vie publique et vie privée.
Ça a toujours été mon attitude. Mais là, je ne suis plus président. Je suis président d'une fondation. Et c'est à ce titre que nous étions avec des personnes handicapées, avec une association qui s'appelle Comme les autres, qui est une initiative formidable et qui permet à des personnes handicapées d'avoir des exploits sportifs à surmonter. Et donc j'ai accepté, même si l'exploit était tout à fait limité pour ce qui me concerne, de faire de la voltige aérienne. Mais rassurez-vous, je ne pilotais pas si vous aviez quelque inquiétude. Donc voilà, ce que je fais, c'est de permettre que des personnes, en l'occurrence handicapées, puissent être avec l'ancien président. Et je pense que ça les touche aussi, que je sois avec eux, y compris dans ma vie privée. Voilà, je vous ai parlé de votre vie privée, vous avez parlé de votre travail d'entrepreneur social. C'est l'expression que jamais que ma vie privée puisse être confondue avec ma vie sociale. On est heureux que hors de l'Élysée? Ah non, c'est pas vrai. Vous avez été heureux quand même? Il y a eu des moments... C'est une fierté quand même, avant tout, de présider la France. J'ai eu un bonheur immense d'être élu par les Français. Ensuite, il y a toute la difficulté de la tâche, il y a les épreuves, il y a les critiques, il y a les assauts qui peuvent, effectivement, les attaques qui peuvent nous mettre à l'épreuve. Mais non, j'ai eu 5 ans où j'ai été sous pression, en tension, mais tellement fier d'être le président des Français que je n'ai eu aucun moment où je me suis dit il faut que je passe à autre chose. Et si j'avais pu prolonger, je le dis dans mon livre, je n'avais pas l'obsession de la réélection. J'y pensais parce que ça fait partie de ma responsabilité. Et si j'avais eu les conditions pour y parvenir, je les aurais surmontées. Vous pensez toujours que vous auriez pu être réélu? Non, si j'avais pensé que je pouvais être réélu, j'aurais été candidat. Non, mais dans votre livre, peut-être sur le moment, le 1er décembre, vous ne le pensiez pas, mais peut-être que maintenant, dans votre livre, vous revoyez l'histoire et vous avez l'air de penser que vous auriez pu peut-être. La situation au mois de février n'était plus la même que celle du 1er décembre où vous êtes retiré. Où je vous ai rappelé ce qu'était la situation de la droite à cette époque. La droite avait gagné l'élection présidentielle au 1er décembre. Et le duel qui s'annonçait était un duel entre la droite et l'extrême droite. Je ne voulais pas. Donc d'une certaine façon, j'ai employé le mot dans le livre, je me suis sacrifié. Et je ne le regrette pas. Parce que je considérais que c'était nécessaire d'écarter ce péril qui était d'avoir à choisir entre la droite et l'extrême droite. Dans les leçons du pouvoir, est-ce que vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy a fait plusieurs livres qui ont très bien marché, mais qu'il n'a pas réussi à revenir? Et ça, c'était son intention. La mienne était de donner aux Français des explications, une façon de comprendre le monde, tel que je l'ai moi-même appréhendé, et puis de leur faire partager ce que j'avais ressenti en leur nom, puisque j'ai été leur président pendant 5 ans. Je n'ai pas d'autre objectif. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus dans vos bureaux. Le reportage, 22h30, et puis samedi aussi, pendant les 7 jours BFM de Thomas Misraki.